Lauriane, j'annoncerai le menu après. Tu te présentes en Oui, quelques secondes? ça fait en quelques secondes. Donc bonjour à toutes et tous et merci en tout cas d'être parmi nous pour justement échanger sur LinkedIn et avoir là aussi on va dire votre retour d'expérience qui est important. Donc pour me présenter en quelques minutes, moi je suis spécialisée donc, en stratégie commerciale, marketing et digital. Donc j'ai une équipe de 3 personnes, on est 4 en tout. Accompagner les sociétés justement dans le déploiement de leur stratégie commerciale, marketing et digitale. Donc, principalement donc, des entreprises de toute taille dans le domaine du B2B, avec un enjeu bien sûr, c'est de pouvoir mettre le digital au service du business et de pouvoir accompagner d'une manière équilibrée donc, ces 3 pôles qui sont finalement un peu les poumons de l'entreprise. Voilà, et donc ça fait maintenant 8 ans que nous travaillons ces 3 pôles. Pardon. Voilà. Ok, merci Lauriane. Alors moi je suis Francis Blanru, je suis facilitateur d'intelligence d'équipe. J'accompagne des transformations dans les entreprises, des innovations et puis les challenges du quotidien, comme vous l'aurez vu sur LinkedIn si vous avez vu mon profil. Et je suis aussi Team Success Leader, responsable d'intelligence collective dans une agence digitale située notamment à Aubernais. Il y a un site de production à Aubernais d'une centaine de personnes. Mais il y a aussi un site de commerciaux à Schiltigheim. Et c'est une agence digitale un peu particulière puisqu'elle œuvre à la protection du consommateur en travaillant notamment sur l'avis client certifié sur Internet. Voilà. Et son objectif, c'est de mettre en relation les plus belles entreprises de France avec les consommateurs qui veulent dérisquer leurs achats un peu engageants durant leur vie. Euh, je vais jouer un rôle un peu différent de celui de Lauriane, même si éventuellement je te compléterai sur des choses que je connais. Lauriane, je vais jouer le rôle de créer les conditions qu'on peut sur 1 heure pour que on soit à notre optimum d'efficacité ensemble autour du sujet. Et donc, on va avoir un premier temps où je vais poser quelques questions pour vous à Lauriane autour du mois sur LinkedIn et de LinkedIn meilleur allié business sur le terrain du digital. Et puis après ces 10-15 minutes de questions-réponses entre Lauriane et moi, finalement, ce qui se passera, c'est que vous serez invité dans Mentimeter. Alors, je vais remettre, enfin sur menti.com, je vais remettre pour ceux qui arrivent le lien. Vous serez invité. Alors là, vous êtes déjà invité à nous exprimer en 3 mots les raisons qui expliquent votre présence ce matin. Et tout à l'heure, on continuera d'utiliser cet outil pour récupérer vos questions. Au bout de 10 minutes, 15 minutes d'échange entre Lauriane et moi, vous aurez chacune le droit de poser une question, et pas plus, hein, une question à Lauriane, et vos questions se compléteront, on regardera ce qui converge, et puis comme ça nous permettra de répondre le plus possible aux différentes questions qui se posent et qui ressortent le plus à l'échelle collective, parce que notre but, c'est pas de traiter les individualités, on n'a pas le temps en 1 heure, c'est plutôt d'aller chercher ce qui converge d'un point de vue collectif, ok? Donc on vous dira, ok, go, allez-y, vous avez 1 minute pour réfléchir à la question que vous avez très envie de poser à Lauriane, et qui complétera ce qu'elle a déjà commencé à vous dire. Et donc, c'est vous qui allez faire la suite de la conférence. C'est vous qui allez dire à Lauriane, j'ai besoin que tu nous parles de ça. D'accord? On trouve ça plus efficace que de faire des choix de notre côté, sachant que vous êtes plus de 70, qu'on ne sait pas qui vous êtes et que du coup, on ne saurait pas à quelle attente répondre. Donc, on préfère poser un certain nombre de choses sur la table pour commencer, 10 minutes, un quart d'heure, et puis derrière, ce qui nous paraît être l'essentiel, l'incontournable, et puis derrière, Lauriane, on répondra aux questions-réponses. Oui. J'ai juste la poste qui arrive et j'attends ce colis, donc j'y vais très très vite et je reviens. Je suis désolé, ça fait partie de la période. Donc pour vous redonner peut-être un petit paysage de fond, Francis et moi-même sommes coutumiers finalement de travailler ensemble sur l'approche LinkedIn par le biais de workshops et de formations. Voilà, ce qui explique que finalement on a construit ce binôme, notamment sur voilà, des approches en fait, de formation, on va dire plutôt oui, de formation LinkedIn et également sur la partie stratégie commerciale, puisqu'on a été pendant ce contexte qui a été inédit là, pendant l'année 2020 et également finalement 2021 qui prend aussi une tournure, on va dire, particulière et c'était prévisible, on a été très sollicité finalement sur la manière aujourd'hui d'aller solliciter des rendez-vous, d'aller travailler sa stratégie commerciale, d'aller travailler également sa stratégie digitale et pas en faire justement un canal unique. Donc finalement, de ne pas dire, tiens, je travaille mon digital,
au profit d'autres stratégies. Donc de trouver finalement ce juste équilibre. Ce qui explique la réflexion qu'on a pu avoir tous les deux concernant justement l'approche à donner sur ces différents pôles d'activité au sein de l'entreprise. Voilà. Alors, on voit Excusez-moi, c'est pour la bonne cause. J'en ai profité, Francis, pour recontextualiser en expliquant qu'on a travaillé, nous, ensemble, des workshops, notamment sur LinkedIn et sur la stratégie commerciale, au vu des contextes inédits qu'on a rencontrés en 2020 et qu'on rencontre encore maintenant voilà, sur ce début d'année. Ok, voilà. C'est clair, on est obligé de parler de ça aussi. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes là, d'ailleurs. Donc, on va... J'ai couru, donc je suis un peu essoufflé, pardon pour tout, je suis mais donc, Lauriane, on va commencer tout de suite. Ce premier temps de 10-15 minutes là, avant de passer aux questions-réponses. Pourquoi LinkedIn pourrait être considéré pour toi comme un précieux allié business, voire comme le meilleur allié business aujourd'hui sur le web? Alors je dirais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui LinkedIn, encore une fois, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de vérité générale ou on va dire d'action, comment je pourrais dire, magique sur LinkedIn. Par contre, on sait qu'aujourd'hui c'est un très bon support qui s'apparente à un réseau, comme on va le vivre au final dans un réseau, on va dire classique. On va rencontrer des personnes, générer finalement des interactions. Le côté finalement LinkedIn va permettre de faire de prendre des contacts, d'être un facilitateur en termes de prise de contact B2B. Donc vraiment, on est en mesure aujourd'hui d'aller par le biais de son profil, aller générer du contact ciblé et privé sans que finalement tout le monde le voit, à des cibles qui nous intéressent et avec qui on a envie d'échanger. Et j'insiste bien sur cette notion d'échange, c'est-à-dire donner pour recevoir. Ça n'est pas aller finalement solliciter une personne, l'agresser avec son service, mais c'est vraiment, on est dans cette notion de donnant-donnant. Et là, ça fonctionne. Donc, il y a quand même des codes à respecter et qui sont tout à fait légitimes. Je dirais, c'est comme lorsqu'on rencontre un client en rendez-vous, on a une phase d'écoute. On l'écoute pour bien comprendre son besoin, on ne l'écoute pas pour vendre simplement. Mais il y a vraiment cette phase aussi d'écoute qu'on doit avoir au niveau d'un support et d'un canal comme LinkedIn. Ok. Comme on va parler du moi sur LinkedIn, j'aimerais juste rappeler à tous que moi sur LinkedIn, c'est un profil, c'est des publications, c'est des prises de contact, le développement d'un réseau, c'est aussi des commentaires sur ses propres publications et ou sur celles des autres, c'est aussi des réactions, vous savez, les fameux likes, notamment. Alors ça a évolué, il n'y a plus que les likes, il y a aussi les bravos, il y a aussi la solidarité, bon. Mais en tout cas, des réactions sur les commentaires, sur les publications des autres. C'est aussi des messages privés, éventuellement. Ça peut même être des documents accessibles via le profil. Enfin bref, le moi sur LinkedIn, c'est beaucoup de choses. Alors, j'aimerais juste que tu nous dises, en un ou deux points à chaque fois, à quoi il faudrait faire particulièrement attention sur son profil, sur LinkedIn, pour apparaître pour le meilleur de ce qu'on peut être, ou en tout cas pour donner envie aux autres peut-être de rentrer en contact avec nous et qu'un jour peut-être on s'écrive ou qu'on se voit dans la vraie vie. Je ne sais pas, quelles sont les deux, trois choses auxquelles il faudrait faire attention sur le profil? Le point principal, on va dire, sur le profil, c'est vraiment le résumé. C'est finalement le résumé qu'on va avoir qui permet non seulement d'être référencé, puisque LinkedIn est un algorithme, donc finalement c'est de pouvoir avoir un résumé qui derrière va donner envie d'être contacté. Donc quand j'entends résumé, c'est toujours la principale difficulté. C'est pas de réciter son CV ou de dire après 20 ans d'expérience, mais c'est vraiment d'expliquer en ayant cette prise de hauteur. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui j'accompagne, finalement quelles problématiques je rencontre avec les entreprises avec lesquelles je travaille, comment est-ce que je les accompagne et quels en sont les bénéfices. Voilà. Et ça, c'est toujours, du moins de l'expérience que j'en ai aujourd'hui au sein des structures que j'accompagne, c'est, je pense, vraiment le point le plus complexe aujourd'hui de pouvoir développer ce résumé. Hein. On en avait parlé à plusieurs reprises. Hein. Francis, on avait souvent ce cas de CV qu'on déroule, mais ce n'est pas un CV justement, c'est vraiment c'est finalement votre présentation, c'est le moi et c'est le why de notre ami Simon Sinek. Tu as une préférence?
as une préférence entre la ligne qui dit je suis responsable. Vous savez, quand on arrive sur un profil sur LinkedIn, on a Lauriane Metzinger, puis derrière, je ne prends pas ton exemple, Jean-Jacques, il est responsable web marketing dans une boîte, où il est responsable web marketing et puis indépendant et il cherche des clients. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il mette qu'il est responsable web marketing ou est-ce qu'il vaudrait mieux qu'il mette j'augmente le trafic sur votre site internet? C'est différent ma manière de formuler les choses, c'est quoi? Ça se complète? Il y a un truc à choisir plutôt qu'un autre? Du moment où sur un titre, en tout cas, si on doit garder, pour reprendre ta question de base, si on doit garder vraiment les 2 points essentiels, ça va bien sûr être le titre et le résumé. Mais le titre, tout dépend après effectivement de ce qu'on a envie d'apporter en caractère principal à son client. Je dirais, évitons les titres fantasques, hein, parce qu'on en a quand même beaucoup. Voilà, magicien du web, j'augmente le bien-être. Bon, il faut se limiter. C'est un algorithme, c'est des mots-clés. Utilisons des mots-clés que tout le monde utilise. Donc, c'est très pertinent ce que tu dis, Francis. Responsable web marketing, ça parle. Mais en même temps, j'améliore le trafic de votre site web, ça parle également. Donc, les deux sont possibles. Ça montre finalement, il y a une manière, on va dire, il y a plusieurs manières d'expliquer. Simplement, l'enjeu, c'est de garder des mots qui soient compris de sa cible, encore une fois, et qui soient crédibles. Je peux être un magicien du web, mais il ne faut pas que je le dise comme ça sur LinkedIn, parce que ça ne me servira pas beaucoup. C'est ça? Ok. Bon, mais ce qui me rassure, c'est que j'ai le droit de rester magicien et que ça continue de me faire rêver. Absolument. Ok, super. Merci, Lauriane. Même question sur la notion de publication, sur ce qu'on appelle une publication, c'est-à-dire quand quelqu'un partage du texte et ou de l'image, voire de la vidéo sur LinkedIn, à quoi il faudrait faire particulièrement attention, une ou deux choses auxquelles il faut faire particulièrement attention quand on publie pour réussir à faire un usage business de LinkedIn? Alors, si tu entends publier sur le profil, sur son profil, donc publier du contenu. Publier du contenu accessible du coup à son réseau et à ses contacts sur LinkedIn. Il y a plusieurs cas de figure, hein. On a le cas de figure où on est seul, donc finalement peut-être freelance, consultant, où derrière se pose la question, et ça c'est un choix personnel à avoir, est-ce qu'on crée une page entreprise qui reprend finalement les couleurs et le chartage graphique de notre entreprise, ou est-ce qu'on publie uniquement sur son profil? Ce sont vraiment des choix à faire. Et là, se pose la question suivante, c'est est-ce que j'alterne mon contenu? Est-ce que j'ai un contenu propre à mon entreprise où je vais faire de la curation et en même temps de la production de contenu? Ou est-ce que je reste vraiment focalisée sur mon profil et je publie sur mon profil? Quand je travaille et que je suis une entreprise, que j'ai des salariés, etc., la question se pose moins. On va avoir un socle, le profil, et la concentration des publications qui va se passer sur la page entreprise où les salariés ont la possibilité de le partager ensuite. Donc, je dirais, ça, c'est déjà un premier point pour savoir d'où doit venir la pertinence. Ensuite, au niveau de la pertinence du contenu, on m'a très, très souvent posé la question, est-ce qu'il y a un contenu spécifique, magique, entre guillemets, qui derrière est parfait? Non, il n'y a pas de contenu parfait parce qu'on a différentes échelles de notoriété sur LinkedIn. Un influenceur aujourd'hui qui va avoir plus de 100 000 abonnés, il peut vous publier des choses qui n'ont absolument rien à voir avec son métier, il peut engager avec simplement un visuel, il aura énormément d'interactions parce que sa notoriété, sa preuve sociale est faite. Quelqu'un qui a beaucoup moins de visibilité aujourd'hui va faire un effort supplémentaire et réfléchir à ce que sa cible aurait envie de lire. Et ça, c'est très important. Pour avoir un contenu qui engage, posez-vous la question suivante. À ma place, qu'est-ce que j'aurais envie de lire? Je suis mon client potentiel, qu'est-ce que j'ai envie de lire? Qu'est-ce qui apporte de la valeur? Est-ce que c'est de présenter mes services d'une manière très commerciale? Est-ce que c'est d'apporter un contenu avec, encore une fois, un contexte, des mots-clés, voilà, un call to action qui permet de me contacter? C'est ces questions fondamentales. Qu'est-ce que j'aurais envie de lire? Et là, c'est presque une question que je retourne finalement. Ce que je retiens en étant un peu provoque, c'est que j'ai encore moins le droit que celui qui est déjà très connu de ne pas réfléchir. Bienvenue dans la vraie vie. Ok, c'est rassurant parce que quand on voit certaines publications, on se pose des questions et on se pose encore plus de questions même quand on voit qu'il y a de l'interaction autour de ça. Absolument. Et ça peut s'expliquer notamment par des mécaniques un peu obscures comme ça, pour qu'on sache quand même. Absolument, Francis. Donc, on vient au mécanisme un peu obscur. Bien souvent, on me dit, mais oui, mais lui, il a 3000 likes. Sachez que dans les méthodes qu'on appelle growth hacking, où derrière, vous avez vraiment certains influenceurs qui vont créer des groupes. Et à chaque fois qu'il y a une publication qui sort, ils ont un groupe de créer sur WhatsApp, sur Telegram ou autre, et le lien est partagé avec
100, 200, 300, 400 personnes, en fonction du groupe qu'ils ont créé. Et là, qu'est-ce qu'ils vont demander? Attention, je publie, allez liker, partager, commenter. Donc, si vous voulez, on n'est plus sur du like organique là. Là, on est sur un mécanisme qui provoque le like et l'engagement. Donc, mesure de prudence quand vous voyez tous ces likes et tous ces partages. Premièrement, regardez qui like et qui partage. Est-ce que ce sont des gens qui sont en recherche de business, qui sont derrière en recherche d'un travail, etc. Ou est-ce que ce sont des dirigeants d'entreprise? Est-ce que ce sont des clients potentiels? Un autre point de vigilance à avoir, moi j'ai participé avec plusieurs gros hackers connus donc à un séminaire, et ils m'expliquaient que justement quand ils commencent à publier un contenu, voilà, partagez, mettez un commentaire si vous voulez avoir XY PowerPoint, qu'est-ce qu'ils avaient en retour? 50 messages de personnes qui leur demandaient de l'aide. Est-ce que c'est ce que vous voulez avoir? Ouais. Ou est-ce On que n'a vous voulez pas. avoir de la valeur ajoutée? Ouais, on va peut-être pas non plus passer trop de temps là-dessus. Et puis le growth hacking n'est pas un concept connu de tout le monde. C'est un Pas peu du tout. barbare d'ailleurs Oui, quand on l'entend là comme ça pour tout la à fait. première fois. Mais Mais c'est Ouais, c'est un point qui existe ouais, aujourd'hui et qui est quand même de plus en plus répandu sur LinkedIn. ouais, c'est ça. Donc il faut pas s'étonner trop. Je voudrais revenir quand même aux publications. Est-ce qu'il faut pas être vigilant aux intentions qu'on poursuit? C'est-à-dire, ok, il faut que je me mette à la place de ceux que j'ai envie d'intéresser et de ceux que je suis susceptible d'intéresser, mais il faut aussi que j'ai cette préoccupation d'être dans la création de la relation avec mes publications peut-être avant tout et la transaction un peu plus tard. Qu'est-ce que ça voudrait dire si j'étais en recherche de la création d'une relation avant d'être dans la recherche de la transaction via mes publications? Est-ce que ça veut dire que je dois publier un peu des conseils et pas tout le temps être en train de placarder mes meilleures solutions, mes meilleurs prix, mes meilleures offres, mes meilleurs événements? Enfin, tu peux nous en Déjà, dire un peu plus là-dessus? oui. Alors, le côté aujourd'hui, mes meilleures offres, voilà, mes meilleures solutions, je suis le meilleur, on peut l'oublier sur LinkedIn concrètement, puisque le commercial invasif, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui va porter ses fruits. C'est plutôt même pris comme une agression. Donc, ce qui va vraiment être aujourd'hui recherché sur LinkedIn, c'est plutôt le côté, voilà, encore une fois, je donne pour recevoir. Donc, on va vraiment être sur un contenu qui reprend tant bien vos expertises dans un environnement donné, effectivement les conseils ou tout simplement du vécu que vous avez pu avoir, une contextualisation lorsque vous avez accompagné un client, lorsque vous avez découvert par exemple des logiciels qui peuvent être intéressants à être partagés, un livre que vous avez lu. Donc on est vraiment sur cette notion de données. Et c'est derrière cette notion-là d'humain, vraiment d'émotion qui met en mouvement, qui va générer l'interaction et la réflexion. Quand des personnes viennent finalement vous remercier par message en disant tiens, ce contenu m'a beaucoup aidé, même avec mon équipe, on l'a placardé sur le mur parce que ça a été quelque chose pour nous qui nous a donné une trame de fond. Là, je dirais le job est fait. Et dites-vous que finalement, on ne l'attendait pas forcément, cette reconnaissance-là. Mais elle vient et c'est là où on se dit, quelque part, ça a servi, ne serait-ce qu'à 2, 3, 4 personnes, mais chacun est reparti avec son petit plus. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui génère une relation, finalement. Quand les personnes sentent qu'il y a des fondements et une véritable envie de créer un lien dans la durée. Voilà. Okay. Donc c'est là où derrière, il faut se poser ces questions dans une ligne éditoriale. Qu'est-ce que je propose dans mes expertises, dans mon environnement? Qu'est-ce que je partage pour donner? Quelles sont mes valeurs? Donc comment est-ce que je peux rassurer justement en donnant mes valeurs, en accompagnant? Et comment est-ce que je peux mettre en avant, si j'ai une équipe, l'équipe, les valeurs humaines, ce qu'on vit au quotidien, dans un contexte inédit, dans un contexte normal. Et si effectivement, je suis seule, je suis consultant, je suis à mon compte, comment est-ce que derrière, je crée finalement de la valeur ajoutée? Quels ont pu être mes doutes aussi? Quelles sont mes victoires? On se doit d'être soi-même aussi sur un réseau. Il n'y a pas de masque à tenir, c'est vraiment rester soi-même, c'est ce qui paye dans la durée, cette régularité-là. Ok, on va revenir, hein. Vous les participants, vous allez chercher le complément à tout ça derrière, je le rappelle. Donc, je vais passer à une dernière question, puis après on va passer aux questions, réponses des participants, Lauriane. À quoi je dois faire attention dans mes prises de contact? Alors, pas au moment où je cherche à rentrer en contact avec quelqu'un, enfin, pas forcément que dans ce sens-là, mais aussi dans le sens où, à un moment donné, quelqu'un avec qui je me suis mis déjà en contact, je vais vouloir le contacter en utilisant la messagerie privée, LinkedIn, lui envoyer un message direct. C'est quoi les trucs auxquels je dois faire attention? Tu as commencé à évoquer des choses, mais est-ce que tu peux l'étayer ou le redire? Déjà, sur les premières prises de contact, quand on envoie une demande d'invitation, il est très important d'y ajouter un petit mot personnalisé, parce que sinon, on ne sait pas pourquoi vous contactez la personne. Donc, il y a déjà ce premier point. C'est quand on contacte, personnaliser l'invitation, parce que 90% des invitations ne sont pas personnalisées. Tu peux donner un exemple? Tu peux donner un exemple?
Salut Oui, tout Lauriane, j'ai vu que tu t'es intéressée au web marketing, moi aussi. J'aimerais qu'on puisse échanger un jour et te suivre, par exemple. on est limité à 300 caractères sur le premier message, donc ça va plutôt. On va éviter tout de suite non. Je dirais l'enjeu, ça peut être tout simplement si vous avez rencontré la personne, bah, c'est suite à notre mise en relation avec Jérôme, Jacques ou Paul. C'est avec plaisir que je vous invite à rejoindre mon réseau. Si vous ne connaissez pas la personne, ça peut tout simplement être, ben, je serais ravie de vous inviter à rejoindre mon réseau LinkedIn au plaisir d'un prochain échange. Restez très simple, encore une fois, et courtois dans sa première invitation. Et si la personne accepte effectivement l'invitation, le premier pas, dans ces cas-là, on peut attendre un petit peu et du coup solliciter un second message en fonction, encore une fois, de l'interlocuteur qu'on a en face, de ce qu'on a envie de démarrer comme échange. Je dirais toujours rester dans cette synergie d'échange. Bah, proposer tout simplement de dire voilà, aujourd'hui, nous sommes en contact, merci d'avoir accepté cette invitation. À toutes fins utiles, bah, vous trouverez ci-joint le lien de mon site internet qui permet de vous donner les premiers contours de l'activité. Voilà, ça reste néanmoins très figé. Je vous propose d'échanger voilà, une quinzaine de minutes. Ok. Et là, on reste toujours dans l'échange. Ok. Sachant quand même que quand quelqu'un accepte ta demande de mise en relation, si tu lui envoies tout de suite un email avec une intention qui commence à devenir un peu plus commerciale, c'est là que tu commences aussi à mettre en danger la relation qui est naissante. Il vaut peut-être mieux attendre qu'il y ait quelques interactions, des publications, avant d'envoyer un message en disant tiens, je vois qu'on s'intéresse aux mêmes choses, je vois que tu suis mes publications, et donc je t'invite, si tu as envie d'en savoir plus sur ce que je fais, à aller sur mon site internet. Enfin, on est dans cette logique-là quand même, peut-être aussi Moi, davantage, personnellement, attendre un peu. je le fais pas. Moi, je le fais pas, mais j'attends plutôt, largement 4-5 jours Ok. avant de solliciter quelqu'un et je reste vraiment dans l'échange. Après, encore une fois, c'est mon vécu, mon retour, ça n'est pas vérité générale. Mm, Si on a encore, ça dépend du domaine, ça dépend de je dirais aussi du temps, enfin, je dirais du laps de temps durant lequel on travaille finalement LinkedIn. Est-ce qu'on se crée une petite routine ou pas? Est-ce qu'on préfère attendre dans un premier temps parce qu'on n'est pas à l'aise pour justement voir comment la personne réagit et interagit. Moi, j'ai des personnes qui interagissent tous les jours sur mes publications et avec qui j'ai jamais fait de business. Jamais, et j'en ferai jamais. Mais par contre, ils ont plaisir à interagir, tout simplement. Et on a déjà échangé. Voilà, d'autres n'interagissent jamais et m'ont sollicité pour qu'on travaille ensemble. Et Donc, il n'y a pas de ouais. vérité là-dedans. Mais il faut se sentir à l'aise. Si on sent que voilà un contact, j'aurais pas la même posture avec un PDG d'une boîte du CAC 40 qu'avec quelqu'un qui a une plus petite structure. Et il n'y a rien de péjoratif, mais c'est l'approche qu'on doit avoir. Ça, c'est du bon sens. C'est du moment où on reste poli et courtois et dans l'échange, j'insiste bien dans l'échange, savoir aussi, connaître aussi l'autre, connaître ses activités d'une manière, on va dire, plus détaillée, il n'y a pas de risque. Ok. Il y a un risque, comme tu le soulignes, quand on est très invasif en termes commerciaux. Ouais. Ok. Écoute, merci Lauriane pour ces premiers éléments de réponse. Je vous propose, comme prévu, d'aller chercher la suite. Et donc, je vous indique à nouveau dans le système de conversation de cette réunion, le système de conversation, vous y avez accès grâce à la bulle qui se trouve en bas de votre écran, là, une bulle avec deux lignes à l'intérieur. Vous cliquez dessus, ça vous affiche la conversation de la réunion. Et le dernier message, c'est aller sur menti.com et utiliser le code 35 63 35 52. Donc, je vous invite tous et toutes à le faire. Et on va se retrouver là pour. Alors, je vais passer la slide de départ qui était un à trois mots qui explique pourquoi vous êtes là. On voulait un petit peu savoir pourquoi vous étiez là. Il y a des réponses, mais on va pas perdre de temps avec ça en direct. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est votre question à chacun, à chacune, pour compléter les premières informations que Lauriane vient de partager. Alors, vous avez le droit de poser qu'une question dans le système, sachant que les autres personnes vont aussi poser leurs questions et que vous allez vous compléter. Ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y a des questions qui sont particulièrement convergentes et qu'on doit traiter en priorité parce que le collectif nous invite à le faire comme ça. Donc prenez une minute pour réfléchir à la question que vous auriez envie de poser à Lauriane et au fur et à mesure de leur ordre d'apparition, je vais essayer de faire la synthèse de tout ça et puis je vais y revenir vers toi, Lauriane, pour les uns pour les autres. Et puis si jamais il y a une question qui n'est pas claire, pour moi, dans ma manière de te la poser, Lauriane, je me permettrai de demander qui a posé cette question pour que vous puissiez la préciser. OK? Pas de problème. Donc on attend une minute que vous posiez vos questions.
J'attends encore 40 secondes. Si jamais vous avez une difficulté à utiliser l'outil, vous nous le dites, hein, n'hésitez pas à allumer votre micro, on vous répondra, mais je vois les premières questions qui arrivent. Alors, on a beaucoup de questions assez différentes pour l'instant, Lauriane, donc j'attends encore 20 secondes et puis je vais commencer, et puis éventuellement, au fur et à mesure, les personnes qui n'auraient pas encore posé leurs questions, vous pourrez compléter, sachant que si vous avez déjà posé votre question, c'est Q, puisque vous avez la possibilité d'en poser qu'une. C'est comme ça que j'ai paramétré l'outil, là. Lauriane, je vais prendre les questions, alors du coup, dans l'ordre, puisqu'il n'y a rien qui converge pour l'instant, mais est-ce qu'il y a des avantages à choisir un compte payant? Ça existe un compte payant sur LinkedIn? Tout à fait. On a différentes typologies de comptes payants. En tout cas, alors ce qui peut être, je dirais, le plus intéressant et le plus pertinent, c'est le compte Sales Navigator en premium. Sales Navigator qui permet effectivement une recherche, on va dire, de prospection un petit peu plus poussée. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on a un mois de test. On a un mois de test pour tester l'outil. Et là, ça va vous permettre une recherche de prospection qui est beaucoup plus poussée que le compte classique, qui est un peu limité en termes de recherche. On est limité à 80 recherches, sachant que, encore une fois, certains ont de la chance, passent au travers des mailles, et d'autres vont être bloqués très rapidement, plus rapidement qu'aux 80 cas. Donc, là, il faut démarrer avec le basique. Démarrer, si j'ai un conseil, quand vous démarrez, c'est basique. Et si vraiment vous avez un usage, on va dire, important et très très régulier de LinkedIn, dans ces cas-là, vous pourrez penser à avoir un profil payant. Ok, ça rejoint une autre question, alors qui est formulée très différemment, hein, et qui concerne plus le compte payant, mais simplement l'usage. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser LinkedIn comme un outil commercial ou comme pourrait l'être une prospection plus classique? Je dirais que c'est un complément. Encore une fois, moi, je ne le prends pas comme un outil de prospection en tant que tel. De toute façon, la prospection est un métier. Donc, pour moi, c'est un complément. Et c'est un très bon complément, c'est un facilitateur. Ça permet, au-delà de la prospection, je pense qu'il faut le voir encore une fois comme une prise de hauteur complémentaire. Ce n'est pas aujourd'hui un outil de prospection simple, c'est un outil qui vous permet de prendre contact avec des personnes que vous n'auriez peut-être pas l'occasion de rencontrer dans la vraie vie, je dirais en premier lieu, ou tout simplement de vous enrichir au travers de contenus et d'un environnement que justement vos cibles potentielles ou des partenaires peuvent aujourd'hui publier. Donc c'est un bon complément, c'est un facilitateur, ça n'est pas une stratégie unique en soi, ça vient compléter des actions que vous allez faire commerciales, des actions sur d'autres réseaux, des actions avec des partenaires. C'est un bon complément en tout cas. Ok. Et on peut générer du business, ça oui. Ok. Lauriane, est-ce que il y a des conseils ou des choses à dire? La question, c'est comment se démarquer dans un contexte hyper concurrentiel. Quand on est comme d'autres présents sur LinkedIn avec des activités similaires ou des champs d'activités similaires, sur quoi on va devoir essayer de faire la différence? Comment on va essayer de se démarquer des autres? Est-ce qu'il y a des trucs et des astuces? Est-ce que... Je dirais, alors encore une fois, il faut avoir réfléchi sa stratégie de contenu. Et si déjà on a des doutes sur la manière aujourd'hui de faire la différence, c'est que son offre, elle n'est pas posée, hein, au final, elle n'est pas complètement aboutie. Et il faut savoir que, effectivement, le contexte concurrentiel permet aussi de poser, encore une fois, sa stratégie, de pouvoir l'affiner au fur et à mesure des contenus qu'on va pouvoir publier, des échanges qu'on aura. J'en suis la première, je dirais, convaincue. Quand j'ai démarré, j'avais une stratégie que j'ai affinée au fur et à mesure et en fonction des retours que j'ai eus. Et les retours prospects, les retours cibles, environnement sont excellents. Ce sont des pépites parce que ça vous permet aussi d'affiner l'offre et de voir où est la demande, où est la douleur, hein, finalement, et comment vous pouvez, avec votre valeur ajoutée, naturellement,
je dirais, y pallier et apporter une valeur ajoutée. Un point qui est très très important aujourd'hui pour se différencier, c'est sa personnalité, tout simplement. Et donc, Si vous avez... Pardon, oui, Francis. Non, excuse-moi, c'est moi qui te coupe, c'est pas toujours facile là avec mais ce que je voulais dire, c'est pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, est-ce que sa personnalité, c'est en lien justement avec la manière dont on utilise son profil et la manière dont on publie des choses? Ça devrait, c'est pas toujours évident, parce qu'on a quand même une tendance à être forcément sur un écrit, un contenu, on est moins spontané. Donc c'est quand même une certaine image qu'on se donne. Et il y a un calcul derrière qui dit, voilà, tout simplement, je dois avoir une certaine posture parce que j'ai envie d'être crédible, j'ai envie d'apporter quelque chose. Mais encore une fois, au fur et à mesure, je crois qu'il faut aussi introduire la spontanéité, il faut aussi un peu montrer sa personnalité telle qu'on est, parce que on est plus que jamais aujourd'hui à la recherche de personnes qui sont capables d'écouter et d'accompagner sur mesure, avec une agilité, une flexibilité. Donc je dirais le côté trop rigide, ni vous ni moi ne l'avons dans la vie de tous les jours H24. Donc encore une fois, prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à vouloir absolument sortir la com parfaite. Soyez vous-même, ça c'est très important. Et la concurrence, elle est là et elle est saine, il y a de la place pour tout le monde. Quand on a des doutes, encore une fois, sur l'offre, parce qu'on peut le voir dans les grandes entreprises, on peut le voir dans des TPE, des PME, je pense que toi, Francis, tu peux tout à fait nous faire un retour sur ces doutes quant à la création de l'offre ou la concurrence, c'est que notre offre n'est pas complètement aboutie. Eh bien, acceptez de la retravailler jusqu'à ce que vous en soyez, vous, convaincu. Parce que si vous en êtes convaincu, elle passera. Ouais, et puis le petit conseil qu'on peut peut-être donner aussi, c'est de regarder comment fonctionnent les autres et puis de pas faire la même chose. Oui, c'est clair. C'est des conseils tout bêtes, mais et à l'inverse, éventuellement, de s'inspirer ce qui nous semble pouvoir inspirer nos cibles quand on regarde ce que d'autres font, pas forcément dans notre domaine. Tout à fait. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien regarder les domaines complètement, je dirais, complètement hors scope, parce que ça permet de voir que certains, dans l'industrie ou autre, arrivent à se réinventer d'une manière géniale. Et finalement, peut-être que nous, on n'y a pas pensé de cette façon-là, donc l'adapter tout simplement. Mais copier n'est jamais égalé, donc non, copier non, et faire je dirais faire une psychose de la concurrence non plus. Elle est là et elle est saine. On va rester un peu sur le sujet des publications, qui est une des façons d'exprimer sa personnalité et de dire qui on est, ce qu'on fait. Mais la question est la suivante, quel rythme de publication faudrait-il tenir pour rester visible sur LinkedIn? Est-ce qu'il y a un rythme idéal? Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir chacun son rythme en fonction de différentes contraintes? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet du rythme de publication? Je dirais le rythme de publication se définit en fonction de ce qu'on a à dire également. Si c'est pour remplir l'espace numérique, c'est pas la peine. Vous avez encore une fois certaines personnes qui vont être à l'aise avec un contenu une fois par semaine, d'autres qui vont être beaucoup plus à l'aise en ne publiant qu'une fois par mois. Ce qu'il faut garder, alors on a deux points là-dessus. On a le point de référencement. Quand on démarre une stratégie de contenu, si on publie une fois tous les 3 mois, ça va quand même être compliqué d'être vu et visible, parce que forcément, il n'y a pas de régularité. Donc ce qui est important au départ, c'est quand même d'être régulier. C'est de se dire, tiens, si je décide de publier une fois par mois, je m'y tiens. Mais je démarre avec une régularité et j'augmente au fur et à mesure. C'est beaucoup mieux que de se dire, je vais publier tous les jours et au final, vous publiez une fois toutes les 2 semaines. Donc, il vaut mieux se donner finalement un rythme réaliste et l'augmenter dans la durée. Voilà. Et puis, être aussi, ça permet aussi, c'est un bon exercice pour finalement définir encore une fois ce qu'on a envie de publier, clairement. Est-ce qu'on tourne toujours autour des mêmes sujets ou est-ce qu'on a suffisamment de contenu pour tenir cette régularité? On revient finalement au socle de la ligne éditoriale. Dis-moi, c'est grave si j'ai pris un bon rythme, là, je publie 3 fois par semaine, et puis tout d'un coup, pendant un mois, pour des raisons qui me sont personnelles, je ne publie plus qu'une fois par semaine, voire plus du tout. Et puis j'y retourne après, mais voilà, c'est grave, docteur, Comme tu l'as confessé, rien n'est grave. Hein, mais... non, pas du tout. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique. Voilà. Restons. Je suis pas pénalisé par l'algorithme, je vais pas avoir moins de visibilité tout d'un coup, ou il y a quand même un impact? Forcément. Tu vas ce qu'on appelle le Social Selling Index, qui est un mot un peu barbare, mais qui est votre indice de référencement. Donc, chacun peut aller taper sur Google SSI LinkedIn et aller voir son référencement. Quand vous avez un profil payant, vous voyez votre référencement directement dans LinkedIn. Si vous avez un profil basique, vous tapez dans Google SSI LinkedIn, vous prenez le premier lien et on va vous donner votre indice de référencement. Donc,
Comme il est revu à la semaine, forcément, si tu publies 3 fois par semaine pendant un mois et que tout d'un coup, tu publies rien pendant plus d'un mois, ton référencement, il va être altéré, c'est normal. C'est encore une fois, on revient à cet algo. Par contre, c'est pas pour autant que tout le travail que tu as fait en amont va être complètement anéanti. Hein. Donc, il n'y a pas de choses dramatiques. Les petites astuces, quand on n'a pas le temps de publier, c'est d'aller reprendre des contenus qui ont été engageants et puis de les republier. À échelle de 3-4 mois, vous avez sans doute des contenus que vous avez utilisés qui sont intemporels. Préparez-les pour les republier et ça fonctionne plutôt bien parce qu'un contenu qui est engagé une fois, il engagera une deuxième fois sur une autre cible. Et il y a fort à parier que les gens ne se souviennent plus forcément du contenu que vous aviez publié ou que ce soit une autre cible qui la lise. Voilà. Donc, on est un peu impacté. Si on doit reprendre, on va être impacté et c'est normal, mais il n'y a rien de dramatique. Ok, merci Lauriane. Dis-moi, question aussi qui se rapproche de ça. En fait, c'était une question à laquelle je crois que tu viens de répondre. Avec l'algorithme LinkedIn, est-il intéressant de repartager des posts de nos pages entreprises ou faut-il uniquement commenter ou liker les posts? Donc non, c'est pas la même question. Tu l'as comprise la question? Avec l'algorithme LinkedIn, est-ce qu'il est intéressant de repartager des posts de notre page entreprise ou de nos pages entreprises ou faut-il uniquement commenter ou liker ces posts? C'est une très bonne question. C'est très bien. Alors, quand c'est votre entreprise, vous êtes salarié ou vous êtes dirigeant de l'entreprise, c'est très bien de partager la publication de votre page sur votre profil. Le bénéfice ira toujours à votre page. Il va toujours au socle. Il ira toujours au socle de l'émetteur de départ. De l'émetteur de départ. Voilà. Un contenu que vous partagez, il faut toujours y ajouter un commentaire. Sinon, il compte comme nul. Donc, il est important d'y adjoindre un commentaire. Ça évite les partages dans tous les sens qui n'ont pas forcément, qui un peu ni queue ni tête. Un commentaire aura toujours plus de poids qu'un simple like. Donc, l'idée, effectivement, si on doit prioriser, c'est si vous voulez augmenter votre communauté de la page, partagez-le avec un commentaire parce que ça va permettre aux gens d'aller suivre la page et de voir justement le contenu de votre page. Donc, c'est bien, ça crée un engagement. Si à défaut, vous n'êtes pas forcément aujourd'hui omnibulé par le nombre d'abonnés et qu'il y a juste un commentaire à positionner entre le commentaire ou le like, privilégiez le commentaire. Et le commentaire qui derrière, je dirais, génère une conversation, apporte une valeur ajoutée, pas « ah oui, super contenu ». Vous voyez, là aussi, travaillez le commentaire un minimum. Moi, j'ai toujours remarqué que quelqu'un qui partage une publication sur les réseaux sociaux sans commentaire, c'est-à-dire juste en partageant l'URL, et qu'on ne sait pas pourquoi il le partage, on n'y fait pas attention. Parce qu'on se dit, alors que s'il vous dit, là-dedans, il y a un truc particulièrement intéressant, pour ceux que ça intéresse, vous devriez aller voir, ou waouh, c'est super, c'est le premier bon article que je lis sur le sujet du Covid. Alors à ce moment-là, vous donnez une raison en fait aux autres d'aller cliquer et d'aller suivre en fait ce lien. Et du coup, ils se retrouveront sur la page de départ. Absolument. D'où l'intérêt, comme tu le dis très justement, d'où l'intérêt finalement de mettre un commentaire parce que ça permet d'orienter et puis ça attire l'attention. Effectivement, si on partage tout simplement, on ne connaît pas la raison du partage et du coup l'algorithme, encore une fois, volontairement va le pousser dans le fil d'actualité très rapidement, donc il va disparaître. Et c'est dommage. Écoute Lauriane, juste parce que je ne veux pas l'oublier, parce que je reviendrai à une question sur le fonctionnement quand on dirige plusieurs entreprises, mais avant j'aimerais juste te poser cette question. Est-ce que d'autres utilisateurs peuvent vérifier notre indice de référencement? Tu parlais tout à l'heure de l'index. C'est personnel. Okay. À moins que vous ayez confié les codes. Faut être connecté avec son compte. Absolument. Moi, si maintenant, comme je travaille, je fais de la gestion de profil LinkedIn de dirigeants, bien sûr, je vois leur social selling index, mais au final, c'est quand même pour leur augmenter. Hein. Oui, parce que tu as leur mot de passe. Ouais. Absolument. Mais sinon, personne au niveau concurrentiel ne pourrait regarder votre. C'est vraiment, il faut que vous soyez connecté à LinkedIn. Donc, c'est vraiment votre profil qui va être analysé. Ok, merci Lauriane. Une question en plus, là, comment fonctionner quand on dirige plusieurs entreprises? Est-ce qu'il faut faire des choix particuliers en termes de page d'entreprise? Il faut plusieurs pages, une seule page? Enfin, je ne sais pas ce qui se cache derrière, mais la question, c'est comment fonctionner lorsqu'on dirige plusieurs entreprises? Alors, je dirais, tout dépend. Si ce sont plusieurs entreprises qui font la même activité, si ce sont dans l'entreprise des sous-activités qui n'ont pas le même nom, tout ça s'analyse. C'est difficile de répondre comme ça et de donner, je dirais, une réponse toute faite. Si c'est plusieurs entreprises et qu'elles n'ont pas du tout les mêmes activités, je conseille fortement pour l'identité de marque d'avoir plusieurs pages, forcément, et puis d'adjoindre dans son profil les différentes expériences. Donc, on aura
l'entreprise Schneider, l'entreprise X, Y, Z, et on aura à chaque fois une page rattachée à cette expérience sur Link. Après, tout dépend un peu des spécificités. Hein. Si ce sont des activités annexes, etc., là, il faut peut-être avoir une analyse un petit peu plus poussée. Hein, te dire, est-ce que c'est un département, un sous-département, etc. Est-ce que ça reste le même nom d'entreprise, mais pas forcément la même sous-activité avec un nom qui diverge un peu? Je dirais que là, il faut l'analyser. Toi, Ok. comment tu l'appréhendes aujourd'hui au niveau de LinkedIn par rapport à tes différentes activités? Il y en a une que tu mets volontairement plus en avant ou pas forcément? Tu me parles à moi? Oui, à toi. Moi, tu le sais bien que je suis pas un gros utilisateur parce que je prends pas le temps, parce que j'en ai pas vraiment besoin et que ça me foutrait peut-être un petit peu dans une organisation dont je veux pas. Donc, moi, je fonctionne à l'instinct et à l'opportunité. Donc, je suis pas la meilleure personne pour répondre à ça. Par contre, comme tu le disais, je pense qu'il faut réfléchir à sa stratégie et il faut pas diluer l'identité des marques quand il y en a plusieurs. Enfin, il faut faire attention en tout cas à ça, il faut en tenir compte. Mais je voulais plutôt passer à la question d'après, si tu veux bien, puis éventuellement on y reviendra à la fin encore à cette question-là. Mais il y a une autre question, je trouve, qu'on n'aurait pas forcément l'intention de traiter spontanément, mais qui est intéressante, comme les autres évidemment. Mais tous les domaines sont-ils les bienvenus sur LinkedIn, ou est-ce que par le regard statistique, éventuellement analytique que tu aurais, tu vois des domaines plus appropriés que les autres? Et si oui, pourquoi, quoi, d'après toi? Ou est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Est-ce que tous les domaines sont bienvenus? Et où est-ce qu'il y a des domaines plus appropriés? Et dans ce cas-là, pourquoi? Non, non, encore une fois, tous les domaines sont les bienvenus. Il faut simplement se poser la question aujourd'hui de son intérêt à développer sa stratégie LinkedIn et de savoir finalement si sa cible est présente. C'est surtout ça. Est-ce qu'on va avoir une communauté, un auditoire présent sur LinkedIn? C'est ça qui est important. Et là, la question, c'était exemple dans le domaine viticole. Est-ce qu'il y a un auditoire pour parler de Oui, viticulture bien sûr. sur LinkedIn? Moi, j'ai aussi l'impression. Ouais. Non, non, Clairement, mais au c'est contraire. intéressant la manière dont on Oui, peut se poser les questions. c'est une très bonne question d'ailleurs. Oui, oui, mais là, il y a un auditoire et clairement, je pense qu'il y a vraiment il n'y a aucune limitation en termes d'activité. C'est simplement de se poser, encore une fois, cette légitimité de question. Est-ce que j'ai finalement une cible parce que si je me donne du travail, si je commence à déployer une stratégie, est-ce que j'ai une cible derrière qui, qui va recevoir mon message et finalement l'écouter et puis le lire? C'est aussi quelque part, je dirais, une satisfaction, entre guillemets, de pouvoir donner et partager. Donc, c'est juste cette question-là, mais il n'y a aucune limitation en termes d'activité, surtout pas vinicole. Merci beaucoup. On peut même se dire, moi je pense à plein de choses en lisant cette question, mais si je cherche à toucher des professionnels autour de ce sujet-là, il y a 100 000 choses à raconter, conseils, offres. Et pas que des professionnels, on a des Ouais, ouais. fédérations. Enfin, tu peux aller toucher aussi finalement, entre guillemets, un groupement. Hein, Mm. pas forcément des personnes en individuel, mais du groupement. Donc c'est Mm. intéressant au contraire. Lauriane, encore une question différente Oui. et complémentaire. Comment engager sa communauté B2B lorsqu'on a peu de commentaires? Et est-ce que d'ailleurs c'est un problème d'avoir peu de commentaires? Est-ce que c'est forcément un problème plutôt, pour reposer la question? Non, c'est pas forcément un problème. C'est parce qu'on a, à un moment donné, l'école LinkedIn, on dit qu'il faut avoir énormément de commentaires. Il faut, voilà. C'est pas forcément un problème en soi. Je dirais si déjà, enfin, pour moi déjà, si on travaille une stratégie de contenu uniquement dans le but d'avoir des commentaires, dans ces cas-là, oui, il faut peut-être réfléchir à, d'une part, si je suis, encore une fois, il y a quand même toujours deux aspects. Hein. Je suis seule en freelance consultant. Comment j'engage? Est-ce que derrière, je demande à mes clients, je demande à des personnes que je connais de m'aider à développer cette visibilité en mettant un commentaire, en les sensibilisant à ma présence sur les réseaux? Je suis une entreprise. Comment derrière le dirigeant donne un souffle et implique ses salariés, ses collaborateurs pour justement gérer du commentaire, de l'engagement et du partage? C'est là à la base. Hein. Si derrière, dans une entreprise, les salariés collaborateurs ne sont pas les premiers ambassadeurs, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de générer l'engagement. Mais en soi, c'est pas un problème, c'est pas un problème de ne pas avoir de commentaires. Ça peut l'être si derrière on a un besoin aujourd'hui de se dire que sa publication doit engager par le biais d'un commentaire. C'est très subjectif hein, au final.
Ok. On retient quand même que le commentaire peut amener une visibilité différente ou Totalement. supérieure et que ça peut avoir un intérêt et que... Mais je te donne un exemple vraiment concret. Moi, j'ai très peu de commentaires, plutôt beaucoup de messages privés. J'ai très peu de commentaires. J'ai un SSI LinkedIn à 89 aujourd'hui. C'est bon, c'est bien? Tu ne peux pas aller au-delà de 91, 92. On sait Donc, je très suis bien, pas ok. non, mais c'est pour dire que c'est pas aujourd'hui, et Hmm. j'ai pas 500 likes par Ouais, publication. ouais, ouais, Mais ouais, ok. c'est pour ça qu'il y a plusieurs manières de travailler le sujet et LinkedIn va y être aussi très attentif. Ok. Euh, Même si vous n'avez pas énormément de, c'est important parce que ça, je sens que c'est un point de souffrance. Si vous n'avez pas énormément de likes et de commentaires, LinkedIn, sachez que l'algorithme est quand même aujourd'hui validé par des personnes de l'équipe interne de LinkedIn, donc ils valident la pertinence de votre contenu. Et au-delà de ça, on voit qui publie du contenu vraiment intéressant pour sa communauté et par rapport à son domaine d'activité, son expertise, son environnement, qui donne. Et au final, ça se répercute clairement sur votre indice de référencement, même si vous n'avez pas, encore une fois, 10 000 likes et 100 000 partages. C'est Tu peux, important de... tu peux juste nous rappeler, avoir un bon indice de référencement, ça sert à quoi? Un bon indice, c'est tout simplement que dans le moteur de recherche LinkedIn, quand quelqu'un va chercher, on sait rien, admettons, il cherche facilitateur, et toi, tu as donc facilitateur sur LinkedIn, tu vas apparaître dans les premières pages, comme sur Google au final. Voilà. Ok, merci Lauriane. Une autre question qui touche au contenu, aux publications. Est-ce qu'il y aurait des contenus, photos, articles, vidéos, autres, à privilégier dans nos publications pour toucher plus de personnes? Est-ce qu'il y a des intentions, des formats à exploiter davantage que d'autres pour toucher plus de personnes? Alors, tout dépend de la nature du contenu. Certains contenus vont être percutants par visuel, d'autres avec la vidéo. Je pense que l'alterner, c'est bien. Il faut penser toujours à l'utilisateur mobile qui va être avec son téléphone et qui derrière va avoir une visibilité qui est différente que sur son PC, portable ou fixe. Donc l'important, c'est de vous dire, est-ce que le contenu que j'ai envie de communiquer aujourd'hui passe en vidéo ou il passe en visuel ou en infographie? Voilà. Ou en vlog, voilà. C'est toujours de corréler finalement. Ça, c'est l'enjeu, encore une fois, de sa stratégie de contenu. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que je présente, ça sera plus percutant avec un visuel et une explication, ou est-ce que c'est plus percutant en vidéo ou en infographie? Voilà. Merci Lauriane. Je suis en train de regarder si j'ai oublié une question. On a eu 12 questions. Est-ce que vous voulez rajouter des questions dans Mentimeter, ceux qui ne l'ont pas fait? Ou on peut aussi ouvrir son micro. Il nous reste encore 5 minutes avant de passer à la toute dernière étape. Donc, est-ce que par rapport aux questions que vous aviez pu poser dans Mentimeter, pour ceux qui l'ont fait, et aux éléments de réponse que Lauriane prend le temps de vous partager à chaud, est-ce que vous avez envie d'ouvrir votre micro et d'aller chercher encore un complément à ça? Et dans ce cas-là, pas tous en même temps, ça peut vite devenir cacophonique, mais enfin, en même temps, un peu qu'on tente le coup. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter une question, a envie de demander plus de précision par rapport aux réponses partagées par Lauriane? Alors, comme vous êtes nombreux, on ne vous voit pas tous, mais vous pourriez vous manifester dans le chat, par exemple, en disant oui, moi, Ou lever la main. ou lever la main. Ok. A priori, pas de réaction, donc on va passer à la dernière étape de notre rendez-vous et de cet échange. Donc merci. Pour nous, attends, alors pardon, il y a une dernière question, il y a une nouvelle question dans le Mentimeter. Lauriane, elle est compliquée cette question, mais regarde ce que tu peux en faire. Je t'annonce le challenge. Activité multiple, comment analyser les priorités et les pertinences? Comment je fais mes choix? Quels angles d'attaque je prends? Comment je priorise? Enfin, Alors ça, c'est la question qui savonne un petit peu le. Merci beaucoup. c'est dur, c'est vrai que ça prend du temps de répondre à une question comme ça, mais est-ce qu'il y a des petites choses qui deviennent... Non, mais comme ça, alors on va dire très succinctement, parce qu'il faut quand même pouvoir analyser la typologie d'activité. Alors, multiples activités, je dirais, c'est plutôt le côté commercial qui va prendre le dessus. Là. Quelle activité me génère le plus de chiffres aujourd'hui? Avec qui je peux avoir finalement le plus de renta? Derrière, quelle activité avec laquelle je vais avoir le plus de facilité à sortir une stratégie de contenu, à peut-être délier justement du contact rapidement? Je pense que tout ça, il faut le mesurer avant de dire
avant de dire, voilà, je priorise telle et telle activité. C'est vraiment, quelle est la stratégie la plus simple à sortir aujourd'hui en termes de contenu? Quelle va être ma renta en fonction de mon activité? Et après, c'est de dire, voilà, alors comment je suis staffée en interne aussi sur toutes les activités? Est-ce que sur certaines, j'ai des ressources? Est-ce que pour d'autres, non, je dois faire appel à des prestataires? Donc, ça veut dire coordonner un petit peu la partition. Tout ça, ce sont des points d'analyse à avoir et en fonction à affiner pour démarrer au mieux et cadencer. Je dirais qu'on peut les démarrer, mais les cadencer et puis pouvoir jouer après sur différentes stratégies pour être sûr que voilà, celle qui va mettre plus de temps à convertir ne va pas pénaliser finalement celle qui convertira plus vite. Ok, ouais, c'est un peu multifactoriel, hein, parce qu'on pourrait aussi se dire qu'on ne cherche pas l'activité où on a la meilleure renta, mais une qu'on est en train de lancer, où on ne sait pas encore ce qui va se passer, et puis par contre, pour laquelle on a besoin de soutien, entre guillemets, en termes de visibilité et de développement de réseau, et donc c'est ça que je vais travailler davantage sur LinkedIn. C'est aussi une question de situation, hein, de départ, hein, plus globalement. Oui, mais alors là se pose la question suivante, est-ce que j'ai suffisamment de trésor pour tenir dans la durée? Okay. Je pense que c'est vraiment un modus vivendi à trouver. Okay. Il y a une 14e question du coup qui arrive là. Dans une activité de vendeur à domicile indépendant pour toucher les particuliers, est-ce que LinkedIn est pertinent ou peut être pertinent? Dans une activité de vendeur à domicile indépendant pour toucher donc les particuliers, Lauriane, est-ce que LinkedIn peut être pertinent? Pour moi, non. Non, tout état de cause, non. Sur du B2C, je dirais, LinkedIn ne va pas vous apporter, même si derrière chaque personne se cache un B2C potentiel, à moins d'avoir, encore une fois, j'ai pas la nature de l'activité, mais clairement, c'est pas LinkedIn sur lequel on va prioriser le canal B2C. Et par exemple, si ces particuliers sont plutôt, a priori, dans ma manière d'avoir réfléchi les choses, fait mes personas ou ma réflexion marketing, si ces particuliers sont des dirigeants par ailleurs ou des cadres sup, est-ce que tu nuances un peu la première réponse? Non, là je nuance parce que tout dépend après de la manière dont on va amener encore une fois son sujet. Mais là, effectivement, il peut y avoir une pertinence à tester. Ok. On voit encore une fois de plus qu'il n'y a pas de réponse toute prête sur certaines questions, quoi, hein, mais que du coup, tu donnes des éléments pour réfléchir et pour analyser. Il y a toujours une base qui nécessite après effectivement une analyse pour être encore une fois empreinte de bon sens. Ok. Lauriane, encore une question. Comment faire pour que nos collaborateurs deviennent des ambassadeurs? Quelles conditions on doit créer pour que nos collaborateurs finalement s'emparent de notre marque, s'emparent de ce qu'on fait, s'emparent de qui on est, et puis participent à la diffusion de tout ça, au partage, à l'affichage, la fierté aussi éventuellement associée. Enfin, est-ce qu'il y a des choses à faire? Pour nous deux, ça. C'est quelque chose qu'on travaille dans nos workshops. Voilà. Disons que c'est la question vraiment qu'on s'est posée tous les deux conjointement parce qu'encore une fois, il y a la manière finalement, la manière de les sensibiliser, de les impliquer, voilà, en disant tout simplement en tant que dirigeant, moi j'ai envie de mettre en place une stratégie de contenu, mais derrière, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous et pour ça, j'ai besoin que vous soyez impliqués dans la stratégie de contenu. J'ai besoin de personnes, quitte à créer un groupe au départ de collaborateurs qui est vraiment prêt à s'investir, mais c'est finalement dans le collaboratif qu'on va avancer. Et je pense qu'il n'y a pas encore une fois, ça doit être très naturel. Le dirigeant doit porter un souffle, mais ce souffle doit vraiment intégrer dès le départ ses collaborateurs pour montrer que finalement, ce n'est pas une charge supplémentaire de travail, c'est tout simplement une manière nouvelle et une strate supplémentaire qu'on rajoute justement pour gagner tous ensemble en visibilité, en crédibilité. Ok. Ouais, je vais compléter un petit peu, et puis ce sera un peu. On arrive vers la fin tout doucement, donc. Mais effectivement, c'est compliqué de vouloir mobiliser ses collaborateurs et de les faire devenir ambassadeurs si on n'est pas dans la co-construction de quelque chose en amont qui donne un peu de sens et d'envie à ses collaborateurs. Cet après-midi, le sujet n'a rien à voir, mais il dit la même chose.
je suis avec 64 managers d'une boîte pour co-construire les objectifs. C'est une boîte qui est d'une certaine culture, qui part d'une situation. On progresse, on en arrive aujourd'hui à pouvoir se dire qu'on va co-construire des choses autour des objectifs, mais c'est une première, elle l'a jamais faite, mais ce qu'elle sait, ce qu'elle a compris, c'est que de donner des objectifs de façon top-down à ses équipes, soit les équipes adhèrent, soit elles contestent. Si elles contestent, il faut passer en management directif, et ça marche pas forcément, ou ça marche de moins en bien, ou ça marche plus du tout. Et puis d'ailleurs, par ailleurs, on leur demande d'être responsables et de prendre des initiatives. Voilà. Donc on se dit à un moment donné, il faut être cohérent. Ok, on va essayer de se parler. On n'arrivera certainement pas en 3 heures à des objectifs précis, mais on aura discuté de tout ça. On aura de la matière brute. Le codir va pouvoir s'en emparer, revenir vers eux avec ça derrière. Et on est quand même dans cette idée qu'on se parle de choses qu'on a envie de faire ensemble. Si on se réfléchit à ce qu'on veut dire de son entreprise sur LinkedIn avec ses collaborateurs et qu'on décide en partie ensemble de ce qu'on va en faire, je dis bien en partie ensemble parce qu'on ne décide pas toujours de tout ensemble et ce n'est pas l'objectif, on a plus de chances derrière qu'ils partagent avec une certaine fierté ou avec un message, un commentaire, comme tu disais. Waouh, super, regardez ce qu'on fait dans ma boîte. Waouh, j'ai participé à ça. Waouh, regardez, on s'est bien éclaté. Si les gens n'ont pas dit on a envie de parler de ça avec vous, ils le feront pas, ou alors ils le feront contre un, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de commentaires quand ils partagent, ce sera un post qui sert à rien. Donc il y a une réflexion à mener sur quand on embarque nos collaborateurs pour relayer davantage et diffuser davantage les choses sur LinkedIn, quelles conditions on doit créer pour qu'ensemble on ait envie d'y aller, au moins sur une partie des choses. Lauriane, il n'y a plus de questions, et du coup je ne vais pas réinsister là-dessus, puisqu'il est 57. Par contre, je vais vous proposer une dernière question dans Mentimeter. Dans Menti, pardon, parce que Mentimeter, c'est l'outil que moi j'utilise, et Menti, c'est l'adresse que vous utilisez pour compléter les choses. On aimerait bien savoir, sur ce temps relativement court et qu'on a utilisé avec les choix qu'on a fait, c'est-à-dire vous donner un peu pour vous demander de venir chercher la suite et moins prendre le risque de vous imposer des choses qui ne vous seraient pas utiles et qui correspondraient à des connaissances qu'on a, que vous veniez chercher la suite. Cette mécanique-là, elle vous fait repartir avec quoi? On aimerait bien connaître les 3-4 choses significatives que vous retenez sur le sujet pour progresser, sachant que la promesse qu'on vous fait, c'est que le document là, PDF qui va être généré grâce à ça, on va vous l'envoyer là tout de suite en direct. Donc l'idée, c'est aussi que vous fassiez une espèce de synthèse co-construite entre vous. C'est quoi les 3-4 choses avec lesquelles vous repartez dans votre valise et qui vont vous aider à progresser et que vous avez envie de partager? Alors Isabelle, au revoir, bonne journée. Anne-Caroline, pardon, avait une dernière question dans le chat. Alors, je ne les avais pas vues, les questions dans le chat. Pas vu le chat. Il y en a une. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire en conclusion? Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Sur quoi il faut rester toujours vigilant, Lauriane? Pour moi, il n'y a pas de choses absolument proscrites. Hein, je dirais, c'est vrai? Même le message commercial, alors que tu viens d'accepter ma demande de contact et que je te dis que j'ai une super offre à 10 balles pour toi? Je dirais qu'il faut le tester, comme ça on se prend un mur et puis après ça va mieux. Voilà, moi je pense qu'il faut au contraire, il n'y a pas d'erreur possible. C'est du bon sens. Est-ce que, encore une fois, mettons-nous 2 minutes à la place des gens, est-ce qu'on aurait envie de recevoir un message commercial invasif? Je ne pense pas, personne n'a envie. Donc, quelque part, je pense qu'il faut le tester. Parfois, ça peut fonctionner. Je pense qu'il n'y a pas de... C'est ce que tu disais avant, on n'a jamais de solution toute faite sur LinkedIn, tout comme il n'y a jamais finalement de choses complètement proscrites à faire, si ce n'est de parler finalement de contenu extrémistes, religieux, etc. Voilà, ça c'est quelque chose absolument à proscrire. Enfin, je pense qu'on n'en est quand même pas sur ce débat-là, mais ça c'est vraiment des choses à proscrire. Voilà, de prendre des opinions politiques, d'agresser les gens, c'est quelque chose que LinkedIn de toute façon, sur lequel ils seront intransigeants, ils vont bloquer, supprimer votre profil. Voilà. Donc en fait, je reprends la charte de mon entreprise et puis j'évite de faire ce qu'on m'invite à éviter de faire dans ma boîte, quoi, si je comprends bien. Ok. Voilà. Ok. Minimum. Merci Lauriane pour cette dernière réponse. Vous êtes en train de compléter les choses, donc on va attendre un peu, puis je vais partager dans 3 minutes, là, quand chacun aura complété ce qu'il a envie de compléter, je vais vous partager le lien vers les réponses des participants et vous repartirez tous avec ça. J'attends 3 minutes que vous ayez tous le temps de faire. Si quelqu'un veut allumer son micro, poser une dernière question, c'est l'occasion. Merci Claire, un grand merci pour ce webinaire passionnant. Merci beaucoup. Bonne journée et bon appétit aussi, puisqu'on va bientôt y arriver. Ça vient de partout avec le chat et Mentimeter, mais Mentimeter nous permet de structurer l'information un peu différemment. Donc, on l'a choisi. Je laisse encore 2 minutes à ceux qui ont envie de compléter les choses. Il y a déjà 13 réponses.
Donc là, ce qui est retenu pour l'instant dans les choses significatives, c'est cette idée de référencement et de SSI. Cette idée aussi d'être soi, d'être naturel, d'analyser ses priorités, d'être dans le mouvement du don, donc de donner pour recevoir ou de donner avant de vouloir recevoir. On est dans cette logique de créer de la relation pour pouvoir créer de la transaction potentiellement. D'ailleurs, Lauriane, j'en profite en te disant ça. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. À quel moment je passe dans la vraie vie vérifiée? À quel moment je fais le switch de LinkedIn à soit un coup de téléphone, soit une visio, soit on boit un café ou on se voit ailleurs. C'est un peu moins favorable en ce moment, mais certains le font quand même en prenant leurs précautions. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je dirais que par rapport à ça, ça dépend un petit peu de la maturité de l'échange. Hein. Avec certains, ils vont spontanément vous répondre, écoutez, oui, avec plaisir, on fait un call ou bien une visio au bout du second échange. Pour d'autres, ça va durer 6 mois, 1 an. Ils vont revenir spontanément vers vous. Ça dépend aussi de la maturité de la personne que vous avez en face et de son besoin. Voilà, l'enjeu, c'est de le proposer, comme ça vous êtes allé au bout de la démarche. Et après, il faut voir derrière si la personne, comment elle prend le sujet, si c'est le moment pour elle, si la maturité est suffisamment présente ou pas. Donc voilà, ça dépend vraiment aussi de notre interlocuteur derrière. Ok. Ensuite, ce qui est retenu aussi, c'est l'importance de définir une stratégie, donnant-donnant, ok. La puissance de l'outil, la stratégie, être à l'écoute, être humain, être soi-même, être flexible aussi dans son usage, dans son fonctionnement, garder sa spontanéité, travailler sur son image. C'est en lien avec ce qui vient d'être dit, mais c'est une formulation différente. Ça invite à être vigilant à d'autres choses. Oui. Penser à l'utilisateur final. Engager ses collaborateurs pour qu'ils s'impliquent et qu'ils soient fiers de leur entreprise, mais il y a bien le mot engager et pas demander à ses collaborateurs de relayer. Réfléchissez aux expertises qu'on souhaite partager en mettant un commentaire. Bon, je vous laisserai découvrir tout ça. Ce que je vais faire là, c'est que je vais générer le PDF pour les 17 personnes qui ont participé à cette dernière question. Je vais générer un PDF. Je vais vous partager le lien du PDF. Vous allez me dire si vous le recevez bien dans le chat. Hop. Donc là, en fait, dans le PDF, je vous prie de m'excuser, vous avez accès aussi au nuage de mots de départ et puis aux questions. Et puis ensuite, vous accédez aux réponses des uns et des autres qui peuvent vous aider à... Ok, super. Merci Thérèse. Donc prenez le lien maintenant, copiez-collez-le parce que vous ne l'aurez pas autrement, donc c'est maintenant ou plus. Lauriane, je te laisse partager tes coordonnées dans le chat si tu veux bien. Claire demande si c'est possible d'avoir nos coordonnées pour d'autres questions éventuelles. Oui. Et donc oui, regardez ce que les autres participants ont retenu, ça vous aidera peut-être à rien oublier ou à pas oublier les choses importantes. La question, elle n'est pas choisie naïvement, hein, 3 ou 4 choses, c'est par là que vous allez commencer, ou c'est par là que vous allez continuer de progresser dans vos réflexions. C'est ce qui peut-être finalement est le plus prioritaire. Et ce qu'on voit de vos réponses aussi, c'est que on n'est pas dans la recherche frénétique de la publication qui va bien là dans la foulée, on est plutôt dans la prise de hauteur et de recul. Et ce que je trouve intéressant, si je regarde un petit peu les premières réponses, en tous les cas la question, c'est prendre le temps de se poser sur le sujet. Prendre le temps, ça veut dire dédier un peu de temps, même quand on a plein d'urgences et qu'on est... Mais donc, c'est prendre le temps et essayer d'avancer en tenant compte de ça. Merci à tous vos commentaires, Anne-Caroline. Et c'était chouette pour nous aussi, comme ça, on est toujours un peu frustré quand on peut pas se parler directement, mais à 30 ou 40 ou 50, c'est pas possible là, sur 1 heure. Donc, on est désolé pour ça, mais on est heureux que vous ayez pu utiliser les outils. Oui, merci beaucoup en tout cas pour votre présence et puis cette participation active. C'était vraiment agréable. Merci Francis. Merci à toi Lauriane, merci beaucoup d'avoir joué ce jeu. Merci Jean-Marc d'avoir initié ce webinaire. Merci à vous, je pense que le format est vraiment intéressant. Ce style d'interactivité nous change des roulés de PowerPoint, donc pour nous, effectivement, une idée à reprendre et à développer pour la suite. En tout cas, merci beaucoup à tous, participants et surtout animateurs. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci, au plaisir. Bonne journée. Au revoir.